Bon, aujourd'hui, on va se pencher sur une situation qui est vraiment en train de devenir critique à Montréal. La crise du logement, l'itinérance qui explose. C'est un défi social majeur. C'est clair, on en parle tous les jours. Mais voilà, au milieu de tout ça, il y a une proposition qui sort un peu de nulle part. Elle vient d'un secteur qu'on n'attendait pas forcément sur ce terrain, les grands promoteurs immobiliers. Oui, ceux qui construisent les grandes tours, les condos, c'est assez surprenant. On est plus habitué à les voir dans une logique de profit, quoi. Et là, ils arrivent avec une offre pour s'attaquer de front à un enjeu public. Ça change la donne. Complètement. Alors pour y voir plus clair, on a épluché des analyses de wikiresidence.ca et d'infodrone.ca. L'objectif, c'est de vraiment comprendre ce qu'on pourrait appeler leur virage social. Hmm. Qui sont ces promoteurs? C'est quoi leur plan, concrètement? Et la grande question, est-ce que c'est une vraie solution ou une fausse bonne idée? On va décortiquer tout ça. Oui, et on va voir que c'est une initiative qui bouscule un peu tout le monde, qui force à se poser des questions. C'est un cas d'école assez fascinant, en fait. La rencontre entre le privé et la mission de l'État. Alors, commençons par le début. Le cœur de leur offre. Les sources appellent ça le projet choc. C'est mené par au moins 3 gros joueurs de l'immobilier, dont Vincent Chiara du groupe Match, qui semble être un peu le porte-parole. C'est ça. Et leur offre est massive. Ils proposent de construire 2500 logements sociaux à Montréal. Juste comme ça. C'est surtout le modèle qu'ils proposent qui est déstabilisant. Ils ne veulent pas du tout devenir des gestionnaires de HLM ou quoi que ce soit. Un an. Non, l'idée est beaucoup plus directe. Ils disent, en gros, nous, on construit les immeubles, clé en main, et une fois que c'est fini, on transfère les titres de propriété. À qui? À la ville? À la ville, au gouvernement du Québec. Et pour eux, l'histoire s'arrête là. Leur argument principal, c'est l'efficacité. Et c'est là que les chiffres deviennent un peu fous. Les promoteurs estiment qu'ils peuvent construire pour environ 400 $ le pied carré. Exactement. Et ce chiffre, il faut le comparer à celui du secteur public. Oui. Selon eux, des projets similaires dans le public peuvent facilement dépasser les 900 $ le pied carré. Attends une seconde. 900? Donc on parle de moins de la moitié du prix. C'est ça. Ce n'est pas juste une petite optimisation, là. C'est une remise en question complète du modèle. Est-ce que les sources expliquent un peu comment un tel écart est possible? Elle ne rentre pas dans un détail comptable, mais elle donne des pistes. D'abord, l'effet d'échelle. Quand tu construis 2500 logements d'un coup, Tu as des rabais sur les matériaux, j'imagine. évidemment. Ensuite, il y a leur expertise en logistique. Leurs chaînes d'approvisionnement sont ultra optimisées. Et puis, il y a le point le plus sensible, la bureaucratie. Ah! Le processus public, ça implique des années d'études, de consultations, d'appels d'offres. Eux, ils proposent de court-circuiter tout ça. D'accord. Donc, en gros, leur offre, c'est leur savoir-faire en gestion de projet pour un coût total estimé à 300 millions de dollars. C'est ça. Le privé qui n'agit pas en investisseur, mais presque en consultant ultra efficace pour une cause sociale. C'est une posture assez inédite. Et il y a l'autre avantage, tu parlais de court-circuiter, c'est la vitesse. C'est le nerf de la guerre. Les sources citent des chiffres du FRAPU qui sont terribles. On parle de plus de 160 000 ménages qui attendent un logement social au Québec. 160 000. Et à Montréal, le délai moyen, c'est 5 ans. 5 ans. C'est une éternité pour quelqu'un qui est dans la précarité. 5 ans à attendre un appel. Qui ne vient peut-être jamais, c'est ça? 5 ans dans l'incertitude. Alors face à cette lenteur qui est quasi structurelle dans le système public, l'offre des promoteurs, elle apparaît comme une sorte de défibrillateur. Hmm. Ils disent, le système est lent, nous on est rapide, laissez-nous faire ce qu'on sait faire, construire. Et après, l'État reprend la gestion humaine. Bon, 2500 logements pour moins de la moitié du prix et rapidement. Sur le papier, c'est la solution miracle. Mais j'imagine qu'il y a des points de friction. Qui est-ce que ça inquiète une proposition pareille? Oh, ça inquiète pas mal de monde dans le milieu communautaire. Surtout le FRAPRU, le Front d'action populaire en réaménagement urbain. D'accord, qui est une voix très respectée. Oui. Et leur crainte principale, elle est fondamentale. Ça porte sur la sélection des futurs locataires. Le risque, c'est ce qu'on pourrait appeler un peu crûment le tri des bons pauvres. C'est-à-dire? C'est la crainte que, pour s'assurer des résultats rapides, un taux de succès parfait, le projet soit tenté de ne choisir que les cas les plus simples. Des gens qui ont juste besoin d'un toit, en gros. Voilà, des personnes en situation d'itinérance, oui, mais sans problème de santé mentale trop sévère, sans dépendance lourde. Mais d'un point de vue schiste pragmatique, est-ce que ce n'est pas logique de commencer par les cas les plus faciles pour prouver que ça marche? Ça se défend comme logique, mais elle est dangereuse. Parce que ça voudrait dire qu'on laisse sur le carreau les personnes les plus vulnérables, celles qui ont besoin de bien plus qu'un simple toit.
Et on se retrouverait avec un projet qui affiche des stades de réussite incroyables. Mais qui aurait soigneusement évité tous les cas difficiles, en laissant ce fardeau au secteur communautaire, qui lui est déjà à bout de souffle. En t'écoutant, je réalise que le titre du projet, Construire des logements, est presque trompeur. Le vrai défi, ce ne sont pas les murs, c'est ce qui se passe à l'intérieur une fois que la personne a les clés. Précisément, tu mets le doigt dessus. C'est la distinction capitale entre le logement et le maintien en logement. Le modèle qui est reconnu partout comme étant le plus efficace, c'est le logement d'abord. Housing first. Oui. L'idée, c'est de fournir un toit, bien sûr, mais de le coupler immédiatement avec un soutien adapté, intensif. Les deux vont ensemble. Et dans ce projet-ci, les promoteurs s'occupent de la partie briques et mortier. Et ils le feraient brillamment, sans doute. Mais toute la partie soutien adapté, L'accompagnement psychosocial, les soins. tout ça, ça doit être financé et assuré par d'autres, par le communautaire, avec des fonds publics. Et ça, ce n'est pas un coût ponctuel. Ah, donc les 300 millions de la construction, c'est juste le ticket d'entrée. Le vrai coût, c'est l'abonnement annuel. C'est une excellente image. C'est un coût récurrent, si on imagine, juste pour simplifier, que chaque personne a besoin de, disons, 15 000 $ de soutien par an. Ce qui est réaliste pour des cas complexes. Très. Pour 2500 personnes, on parle de plus de 37 millions de dollars. Chaque année. Chaque année. Et cet argent n'est pas dans l'enveloppe de construction. La grande question, le talon d'Achille du projet, c'est qui paye pour ça? Et est-ce que ce financement sera là dans 5 ans, dans 10 ans? Sans ça, on risque de construire de magnifiques coquilles vides. Exactement. Ok, donc cette initiative ne sort pas de nulle part, les sources la comparent à ce qui se fait déjà. C'est quoi le parti de la situation à Montréal en ce moment? C'est un point super important pour comprendre que les promoteurs, ils n'arrivent pas dans un désert. Il y a déjà tout un écosystème d'initiatives. Mais avec des philosophies très différentes. Donnons quelques exemples pour voir les contrastes. D'accord. Prenons d'abord les habitations modulaires de la ville. On en a vu à Onsic, Quartier-Ville, par exemple. Ça, on pourrait dire que c'est le modèle de l'unité de soins intensifs. Ah oui, C'est de tout petits projets, 20-30 personnes maximum. Ce sont des logements temporaires, mais le niveau de soutien est total. Il y a des intervenants sur place 24/7, souvent gérés par des experts comme la Mission Albrairie. donc une approche presque chirurgicale, très ciblée, à petite échelle. C'est ça. Le but, c'est la stabilisation avant un passage vers un logement permanent. Et à l'autre bout du spectre, on a quoi? On a ce qu'on pourrait appeler le proche marathon, le programme de logement avec soutien, le LSA de la ville. C'est un travail de fond, continu, ça a permis de créer plus de 600 unités au fil des années. Ça fait moins les manchettes, j'imagine. Beaucoup moins, mais ça construit une capacité sur le long terme. Et après, tu as des projets encore plus ciblés, comme ceux de Projets autochtones du Québec, PAQ, qui reconnaissent que pour les membres des Premières Nations, un logement doit aussi être un lieu culturellement sécurisant. Ce n'est pas juste un toit, c'est un toit qui a du sens. Voilà. Donc, si je résume, on a la chirurgie d'urgence des unités modulaires, le marathon du programme LSA, et maintenant, la giga-usine de construction des promoteurs. C'est une bonne façon de le voir. 3 philosophies très différentes qui se côtoient. Et il faut ajouter que tous ces efforts sont déjà soutenus par des millions de dollars de fonds publics. L'argent est déjà là, en partie. Oui, les sources le rappellent. Québec a injecté 9,7 millions de plus juste pour Montréal en 2023. Le fédéral a mis 50 millions au Québec via son programme Vers un chez-soi. L'argent est là, mais il ne règle pas tout. Ce qui suggère que le problème n'est pas seulement un manque d'argent. Précisément. L'initiative des promoteurs, elle vient mettre le doigt sur un autre bobo. Lequel? Que l'argent public seul ne semble pas capable de construire des logements assez vite. Ils ne viennent pas remplacer les fonds publics. Ils viennent proposer une solution à un goulot d'étranglement très précis, la construction physique. Alors, quand on met tout ça ensemble, qu'est-ce qu'on obtient? Une sorte de dream team improbable entre des manias de l'immobilier, des fonctionnaires et des intervenants, ou un mariage forcé qui risque d'exploser? C'est la question à 1 million. Mais ce qui est fascinant, c'est que leur rôle pourrait être celui d'un catalyseur. Ils ne veulent pas gérer les programmes sociaux, ils ne veulent pas remplacer l'État. Ils arrivent avec une solution hyper ciblée à un problème très spécifique. Vous n'arrivez pas à construire assez vite et pour pas assez cher, laissez-nous faire. Ils débloquent le système. Ils pourraient débloquer tout le système. Les sources parlent d'une démonstration de solidarité et de responsabilité sociale du secteur privé. C'est un peu fort, non? Ça peut paraître un peu lyrique, mais il y a une part de vrai.
On peut toujours être cynique et chercher des motivations cachées, mais le geste est là. Des acteurs économiques majeurs qui disent, je cite, «La santé de la ville, c'est aussi notre affaire. Et on a une compétence unique, construire vite, qu'on peut mettre au service du bien commun.» Ça montre une certaine maturité, je trouve. D'accord, mais est-ce qu'on ne risque pas de créer un système à deux vitesses? Le privé construit des milliers de logements flambant neufs, super efficaces, et pendant ce temps, le communautaire continue de se battre pour rénover 3 logements dans un sous-sol d'église. Ça ne risque pas de décourager le secteur public à long terme? C'est un vrai risque. Et c'est pour ça que la conclusion qui se dégage des sources est très nuancée. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est une bouffée d'air frais, un maillon qui pourrait tout changer. Mais Mais, et c'est un mais en lettres capitales, ce n'est pas la solution miracle. Ça n'enlève rien à la responsabilité de l'État d'investir massivement et durablement dans le logement social et, surtout, de garantir le financement à long terme du soutien communautaire. l'un ne va pas sans l'autre. Absolument pas. Le projet des promoteurs, c'est un accélérateur, ce n'est pas un pilote automatique. Il force tout le monde à repenser les partenariats. On n'est plus dans le vieux modèle où l'État subventionne le privé pour qu'il mette quelques logements abordables dans sa tour. Là, c'est différent. Oui, là on est dans un modèle où le privé agit presque comme un OBNL sur une mission précise. C'est un changement de paradigme. Pour résumer, on a donc une proposition spectaculaire du privé qui promet de faire ce que le public peine à faire. Construire massivement, vite et moins cher. Cette offre, elle vient s'ajouter à un écosystème qui est déjà complexe. Elle amène l'espoir d'un changement d'échelle, mais elle soulève des questions énormes. Oui, qui on va aider en priorité et qui va payer pour l'accompagnement humain, qui est le vrai coût sur le long terme. C'est la synthèse parfaite des tensions en jeu. C'est un cas d'étude incroyable sur la collaboration entre des mondes qui d'habitude ne se parlent pas vraiment. Et au final, toute cette analyse, ça nous laisse avec une pensée assez vertigineuse. Les sources nous montrent des acteurs privés qui affirment pouvoir construire des infrastructures sociales essentielles pour la moitié du coût public. Au-delà de ce projet-là, ça nous laisse avec une question qui fâche un peu. Si le privé peut construire pour 2 fois moins cher, où va tout cet argent dans nos projets publics? Et quels autres grands défis de société en santé, en éducation, en transport, on pourrait relever si on arrivait à débloquer ce genre d'efficacité à plus grande échelle? Ça, c'est une question qui laisse songeur.